C'est Christophe Lambert? Non. Putain, si, c'est lui. Attends, on va lui demander. Bonjour, est-ce que vous typez la cellule? Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec des gens qui s'en vont. Des gens qui fuient. Nous sommes avec Dorian Chandelier. Dorian, ça va la pêche? Bonjour, ça va la pêche, c'est encore le matin, mais ça va. Chroniqueur sur jeuxvideo.com, anciennement, oui. Bien sûr, chroniqueur sur jeuxvideo.com. Le Dorian Chandelier qui traînait jadis avec Usul. T'as des nouvelles d'ailleurs de ton compatriote J'ai fait un live Twitch avec lui récemment. Du coup, j'ai vaguement des nouvelles, mais comme c'était en public, c'était pas le meilleur moment pour demander des nouvelles sérieuses. Et ta femme, tout oui, ça. Nous sommes également avec Adrien Cahuzac. Adrien, ça va la pêche? Ça va. Auteur, on le rappelle, de l'agence et de plein de jeux à venir. Éveil aussi. Ouais, un jour je l'ai Ça avance ou pas? Ah, Éveil, il est en pause là, il dort Éveil pour l'instant. T'es auteur de jeu de Il paraît, c'est ça? Il paraît que t'es auteur. C'est ça, il paraît que je suis auteur. Ouais. Nous sommes également avec Mathieu Mine. Mathieu, ça va? Il s'étire, il baille. Bonjour. Auteur de l'Horloge du Diable. On se rappelle de toi. Tu reviendras nous parler justement de ce projet dans des podcasts futurs. Nous sommes également avec Flavie Briand. Flavie, ça va la pêche? Oui. Co-directrice de la c'est cellule. le matin. Autrice mais d'autrice de rien pour l'instant. Bah si, du jeu qui est en développement. Oui, mais je suis pas. Enfin voilà, il est passé. Quand même. C'est autrice comme Adrien est auteur. Voilà, exactement. Non, il a déjà publié un jeu. T'as déjà publié, d'accord. Voilà. Comment il s'appelle déjà ton jeu, bordel? Le Passage, merci. Ça m'était sorti des l'esprit. Et Morgane Régnier nous a rejoint. Morgane, ça va la pêche? Oui, ça va. Et toi, ça va? Mais ça va nickel. On rappelle donc toi, autrice de Into the Woods. The Forest. Et j'ai du mal avec les Into parce qu'il y a Into Eternity, Into the Wild, et là c'est Into the Woods. Tales of the Loop, Tales from the Loop. Ah oui, non, j'ai trop de mal. Et également de Chrysopée, bien sûr, donc le jeu de rôle épistolaire. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet que Flavie nous ramène dans sa besace. Il s'agit on va interroger vos motivations. Pourquoi est-ce que vous jouez au jeu de rôle? Alors, Dorian me confessait en préparation du podcast que lui, il s'y était remis. On verra aussi pourquoi est-ce mais qu'on ça, c'est ta faute en fait. remet au jeu de rôle. Chut, tu nous expliqueras tout ça après. Et donc, Flavie, j'aimerais bien savoir pourquoi tu viens avec ce sujet de podcast en introduction. En fait, c'est une réflexion que j'ai eue cette année, parce que je me suis rendu compte que je jouais pour plein de raisons, et que selon les raisons auxquelles je jouais, ça correspondait évidemment à des jeux différents. Et du coup, même s'il y a une des pratiques que j'ai qui me plaît plus que les autres, voilà, qui me pousse, qui à la base est celle qui m'y a mis et qui me pousse à rechercher toujours cette façon-là, je me suis dit que ça devait être pareil pour tout le monde, qu'il devait y avoir des choses qui vous poussaient aussi à jouer au jeu de rôle, etc. Et donc j'avais envie de voir si une sensation très précise que j'ai, il y avait d'autres personnes qui la ressentaient. Okay. Là, l'image mentale que j'ai en ce moment, c'est il faudrait qu'on ait un mec type psy qui nous fasse une sorte de poser des questions pour nous faire accoucher de toutes les raisons. Psychopathe. Ouais, mais c'est pas le bon psy, tu vois. Parce que je pense qu'il y a énormément de raisons et que ça va être compliqué de tout. Enfin, y a des raisons. Moi, j'ai l'impression que j'arriverais pas comme ça. Si tu me disais poser l'action de but en blanc, je suis pas sûr d'arriver à toutes les trouver. Bon, on va t'inquiète pas. Le but n'est pas d'être exhaustif. Ouais, moi, je sûr, vais vous expliquer d'abord certains trucs et puis ensuite je vous expliquerai une sensation bien précise que je recherche dans certains types de jeux et qui est celle qui me pousse toujours à jouer. Tu veux donc commencer Je pense que ce serait pas mal. Ouais, c'est moi qui amène ça donnera peut-être des idées. On t'écoute là. Alors pourquoi tu joues au jeu de rôle? Alors pourquoi je joue au jeu de rôle? Dans un premier temps, c'est un truc que j'aime faire avec mes amis, moi. Qui me pousse à toujours connaître un peu plus mes amis parce que après et même avant en fait souvent on se rejoint. Moi c'est pas une pratique que je peux faire avec des gens que je connais pas. Pour moi c'est très difficile. D'ailleurs je vais même plus en convention. J'ai beaucoup de mal à le faire dans ces cadres-là parce que j'arrive pas à me détendre. Donc du coup j'arrive pas. Entendre par convention aussi convention privée dans laquelle il y a des gens que Flavie ne connaît pas. C'est ça. C'est pas uniquement les conventions. J'ai du mal en fait à jouer avec des gens que je connais pas. Voilà, il faut au moins qu'il y ait 2-3 personnes dans le lot pour que je puisse me sentir rassurée. Que tu connaisses. Ouais. Et que tu apprécies.
Oui, globalement, oui. Enfin, oui, non, mais si, c'est important. si je joue avec mon pire ennemi, je n'ai pas de pire ennemi, mais imaginons, ça ne fera pas. C'est clair, tu peux avoir des gens que tu connais sans pour autant, tu vois, avoir des affinités avec eux. Oui, mais on a des connaissances, on n'a pas que des amis. Oui, c'est vrai. Terre, tu vois. Mais bon, je peux aussi jouer avec des gens que je connais moins, mais j'ai besoin de me sentir dans une relation amicale. D'accord. Et ça me permet vraiment de connaître plus avant les gens autour de moi et je trouve ça chouette. Et ça va de pair aussi avec le truc qui me pousse le plus à jouer. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas jouer à d'autres choses. Hein. J'aime bien aussi m'amuser de temps en temps, faire un gros truc what the fuck où on rigole et où c'est du n'importe quoi. Mais le gros truc qui me pousse à jouer, c'est un truc que je retrouve aussi à l'école, donc j'en parlerai après. C'est le fait qu'à un moment bien précis, quand on est tous autour de la table en train de chercher la même chose, et il y a un moment très précis et très fin où j'ai l'impression qu'on est tous en fait avec le même truc en tête et on est tous en train de réfléchir à la même chose et en fait ça me fait des petits frissons sur le haut du crâne comme des ASMR. Des ASMR, qu'est-ce que c'est que ça? Donc pas des poux que t'avais qui bougeaient au sommet du crâne. L'ASMR, c'est les vidéos YouTube qui sont faites pour la relaxation. Ouais. C'est des gens qui vont souvent faire des jeux de rôle, ceci dit, en disant on va faire aujourd'hui un ASMR infirmier. C'est des bruits blancs, par exemple. Je vais prendre le rôle d'un infirmier et je vais te parler comme ça. Il y a des gens comme ça qui réagissent aussi aux façons dont bouge les gens bougent les mains. Je vais utiliser des bruitages de gants en plastique parce que je suis infirmier. Je vais te dire allongez-vous monsieur. Et donc soyez au calme, ce qui provoque des petits picotements sur la peau. Et pour donner un autre exemple, quand je suis en classe, c'est comme culture à minuit quoi. Ouais. Mais quand je suis en classe et qu'on lit une histoire et qu'il y a un moment très précis où tous les loulous sont à fond sur l'histoire en fait qu'on est en train de raconter et où en fait il y a un moment où la classe se fait totalement calme et où je ressens ça aussi comme si on était entre guillemets dans le même maelstrom. Et c'est une sensation très précise qui du coup nécessite vraiment d'être détendu et qu'il m'arrive de rechercher, qui est une des raisons pour lesquelles je joue au jeu de rôle et je me demandais si j'étais la seule ou pas, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de vous poser les questions. Dorian puis Mathieu. Alors pour moi la sensation que tu décris, c'est un truc qu'on a théorisé dans le jeu vidéo qui s'appelle la sensation de flow. C'est-à-dire que quand tu es pris dans l'activité, que l'activité se déroule alors que tu as l'air d'être pris dedans et que c'est pas ton action qui fait que l'activité le déroule, c'est ton activité qui fait ton action un peu. Et du coup, comme tout le monde est pris là-dedans, on est pris dans un flux, du coup, et c'est ça qui fait cette sensation. Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Flavie, c'est que c'est un peu les raisons pour lesquelles, au bout d'un moment, j'ai arrêté le jeu de rôle. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles je jouais au jeu de rôle, c'était ça, plus on se fabrique une culture commune avec un groupe d'amis, avec des références communes, des anecdotes. Donc on se fabrique une culture. On fait une communauté. Ouais. Quoi. Et en fait, j'ai fini par arrêter parce que je me suis rendu compte que ce truc de on partage un moment ensemble, on se fait une culture commune, etc., je l'avais dans tous les types de jeux en fait. Et ça renvoie aussi un peu à, je crois que c'est Platon qui disait ça, pour connaître vraiment quelqu'un, il faut jouer une heure avec lui. Pendant une heure. Et du coup, comme les jeux de plateau et les jeux vidéo m'offraient aussi ce plaisir-là, mais d'une manière beaucoup plus accessible et beaucoup moins laborieuse, je me suis dit, on va arrêter les jeux de rôle et on va continuer sur le reste. D'accord, ok. Mathieu ? Alors moi, je suis plutôt d'accord avec Dorian et aussi avec Fly. Moi, je ressens ça aussi. Mais alors, moi, j'aimerais qu'on distingue, enfin peut-être, le fait d'être joueur ou d'être MJ. Moi, en ce moment, je suis beaucoup MJ parce que j'ai moins de MJ dans mon groupe de joueurs. Et cette sensation-là, mais d'ailleurs, c'est peut-être pas si éloigné que ça dans ce que tu décris en tant que professeur et quand tu mets ta classe finalement au travail et que tu ressens quelque chose. Moi, mes joueurs, entre guillemets, je les mets aussi en quelque sorte au travail et je ressens aussi cet aspect-là. Il y a un moment où la mayonnaise prend. Après, on peut appeler ça, je sais pas, c'est un gros mot de l'immersion ou alors du flow ou alors trouver la zone. Trouver la zone. Ouais, c'est ça, ouais. La zone, ouais. Ce moment où quand tu joues, t'as plus vraiment l'impression que c'est toi qui joues, t'as l'impression que ton corps joue tout seul et que tu assistes à toi-même en train de jouer à un jeu, quoi. Exactement. C'est tellement performant que tu te dis ça peut pas être moi qui fais ça, quoi. Ouais, et puis ça dure pas forcément longtemps, mais là ça serait plus une zone de groupe en fait, en quelque sorte. Et donc voilà, moi aussi j'ai bien rencontré c'est le témoignage, cette situation, donc voilà.
Voilà. pousser peut-être plus, Mathieu, je t'en prie. plus loin, moi j'aime aussi amener alors pourquoi est-ce que je joue au jeu de rôle aussi pour amener des problématiques qui sont plus personnelles et pour voir les autres s'en emparer. Ça j'aime bien en fait, grosso modo, et voir. Alors après c'est pas de but en blanc, hein. Je mets pas mais je mets pas directement ma problématique à nu, mais par contre le scénario va faire que les joueurs vont s'emparer d'une problématique qui m'est propre et vont jouer avec. Exactement. Et donc c'est comme si je parlais de moi directement, mais ça touche immédiatement tout le monde. Alors ça va être des thèmes très généraux ou général généraux. Et comme ça peut être là dans mon jeu en règle générale c'est plutôt le travail, et donc n'importe qui peut venir s'en emparer. Question, Dorian, et du coup il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité qui est en jeu, toi, dans tes parties de jeu de rôle. Exactement. En fait c'est ça. En fait moi je le conçois comme un moment de création, et pour que ça soit vraiment à son maximum pour retrouver l'effet que dit Flavie, pour moi il faut que ça soit qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'intime. Il faut que, à partir du moment où si j'amène quelque chose d'intime, alors les gens, sans dire forcément c'est moi, et sans avoir une vérité générale à asséner, et en laissant les gens prendre en fait cette chose-là, ça va créer cet espace de création. Ils vont sentir que c'est quelque chose d'intime en fait, naturellement, j'ai envie de dire peut-être. Quand tu amènes quelque chose de toi, c'est peut-être aussi pour ça que c'est important pour moi de jouer avec des amis en fait, ou des gens avec qui je me sens rassurée. Moi quand j'apporte une problématique qui m'est personnelle, les gens ne le voient pas forcément, et par contre ils y réagissent en fait. Ils le savent pas forcément, mais j'amène donc une problématique qui peut m'être très très forte. Et mais c'est Fabien qui crée un petit peu comme ça, où il dit qu'il apporte aussi certaines de ses problématiques. Ses angoisses. Voilà, par exemple. Beaucoup. Et même sans le dire, en fait, les gens vont bouger avec ça, et ça va les faire bouger. Et on va assister à ce que dit Flavie. Je vais laisser la parole du coup Morgane, tu voulais rebondir sur l'intimité, parce que je crois que tu es vraiment l'autrice parmi nous qui triple plus autour de ça. Quand on joue à Into the Woods, on rentre vraiment... Enfin, parce que pour moi, c'est une thématique qui est... Je m'entraîne à faire comme Dorian, il a dit avec le micro. C'est une thématique qui est très importante pour moi. Et en fait, je voulais juste rebondir sur le lien entre le fait de jouer avec des gens qui nous sont proches et le fait d'avoir ce besoin presque viscéral, en fait, de raconter ce qu'on a au fond. Ouais. Parce que en fait le jeu de rôle, parce que d'une certaine façon il permet comme la poésie, comme le conte, comme tout ça, de transposer des intentions, des sensations à travers des images ou des symboliques de situations, de personnages, peu importe. Ça permet éventuellement d'avoir un langage imagé qui permet de dépasser le fait que notre langage quotidien n'est pas suffisant. Oh, c'est tellement Wittgensteinien ce que tu es en train de dire, mon Dieu. Mais notre langage quotidien n'est pas suffisant pour sortir le maelstrom d'émotions, de concepts qu'on a au fond de nous, et donc du coup on passe par la symbolique pour... J'ai pas l'impression que c'est un problème de langage, j'ai plus l'impression que c'est un problème de contexte. C'est qu'en fait, c'est compliqué de se mettre dans une situation pour parler à quelqu'un de ce que tu ressens. Tu peux, hein. On devrait tous apprendre à... Bien sûr que tu peux, mais moi je vois le jeu de rôle comme un facilitateur, pas comme un... Ah oui, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire en fait. C'est un problème de langage. Oui, alors, vous êtes d'accord? En fait, je suis sûre qu'on est d'accord, Adrien. En fait, pour moi, c'est pas ça. Quand je dis le langage, c'est le discours. Le jeu de rôle offre un lieu. Pardon, excuse-moi, j'essaye de retraduire un petit peu. Mais c'est un lieu, pas des mots en fait. Oui, mais si aussi, parce qu'il y a un vocabulaire associé à des lieux. Les mots sont dépendants, les propositions sont dépendantes et saturées par les contextes dans lesquels elles sont énoncées. Ça, c'est vraiment de la philosophie du langage. Et du coup, le contexte du jeu de rôle enrichit les propositions, forcément. Non, moi, tu vois, typiquement, Coma, je l'écris pour créer un contexte, mais il faut que la discussion ait lieu après. Alors, qu'est-ce que c'est Coma? Peut-être préciser. Coma, c'est un jeu qui se joue à deux, où on explore les souvenirs d'un mourant, qui est aux portes de la mort et qui va ou non mourir. Décider de passer le pas. Et donc, mon objectif, c'était de faire un jeu pour permettre aux joueurs de parler de la mort. Mais pour moi, ce n'est pas la partie qui parle de la mort, c'est après la partie
où les joueurs vont avoir la conversation. Mais c'est exactement ce qu'on... Non, parce que pour moi, le jeu de rôle n'est pas un langage. Le jeu de rôle, c'est juste la circonstance qui va permettre la discussion. Mais la discussion, elle aura lieu... Dorian et Mais Morgane. la circonstance, elle influe sur tes énonciations. Que tu dises quelque chose là, autour de cette table, ou sur une estrade à l'université, ou que tu le hurles sur la plage, ça rend l'effet de ton langage différent, et sur ses auditeurs, et en fait... et en général. Complètement. Et ce que dit Morgane, c'est que le jeu de rôle est un lieu idéal justement pour faire de la poésie, pour amplifier ses mots. Disons qu'il a ce potentiel. Morgane. Je ne sais pas si c'est un lieu idéal pour ça, mais Pardon, il a ce... Non, mais il a ce potentiel. Je vais finir ma boucle et puis comme ça après, parce que à la base, je voulais rebondir sur ce que disait. Le fait de mettre de l'intime fait que quand on joue avec des gens qui nous connaissent, on sait qu'ils y seront déjà sensibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'arriver ni avec des gros sabots en disant voilà la problématique telle quelle que je voudrais vous faire travailler, ils la sentent parce qu'en fait ils nous connaissent. Par exemple, jouer avec Fabien Hildwein, quand on connaît un peu Fabien, quand son jeu qu'il est en train de travailler là et qui est Minuit juste pour toujours. Non, pas celui-là, avec le jeu de Memory. J'ai oublié le bon. Désolé. Jardin des Esprits. Ah, merci. Jardin des Esprits. Ou La Saveur du ciel, ou Sphinx. Quand tu connais Fabien, en fait, tu sens, tu perçois ce qui l'amène de lui dedans. Et le fait de jouer avec des gens qu'on connaît bien, ça les rend attentifs et bienveillants à ces thématiques. On sait qu'on peut aborder quelque chose de très dur avec eux, même de façon symbolique, parce qu'on sait qu'en fait, ils vont le prendre avec bienveillance. Et du coup, ça aide. Ok. Mathieu et Flavie. Flavie, peut-être avant. Flavie. Ouais, tu as parlé de symbolique et je pense que c'est intéressant en fait autour d'une table de jeu de rôle et je pense que ça va de pair avec ce que je ressens dans ces moments-là. Parce que la symbolique, en fait, c'est quelque chose qui permet de pas tout énoncer. Et une fois, j'avais dit à un ami à moi, que ça me fait penser en fait à l'amitié. J'avais dit à un ami à moi, on aura beau essayer de déterminer tous les faits qui font qu'on est amis, en fait, on n'aura même pas le début d'une petite explication. C'est toute la symbolique et toute une ritualisation que tu construis en fait avec une personne qui fait que du coup tu deviens ami avec lui. Et dans le jeu de rôle, quand on joue, la symbolique devient très très forte, je trouve. Va de pair aussi avec une ritualisation qui fait qu'il y a certaines choses qu'on n'a plus besoin d'énoncer. Et qui fait qu'en fait, on atteint peut-être un point. Comment je pourrais dire ça on va peut-être presque plus loin qu'avec... Enfin, dans ces moments-là, j'ai vraiment l'impression qu'on va plus loin qu'avec des mots, d'avoir vraiment... qu'on se rejoint tous presque au milieu de la table avec nos esprits, quoi. C'est comme si... une fois, tu avais parlé d'un truc, l'être humain, en fait, il a une capacité de pouvoir se projeter au... L'embodiment. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression, dans ces cas-là, que c'est presque un peu de ça, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, ces moments-là, j'ai l'impression de les avoir que dans des discussions. J'ai beau avoir joué à Sens avec Romaric, les meilleures discussions sur les thématiques de Sens, c'est celles qu'on a fait après la partie. Bon, après, dans il y a des jeux qui sont faits pour ça, tu vois. Ouais, mais le jeu de rôle, c'est du média, en ce général. que vous dites de l'aspect symbolique, le problème, c'est que comme la poésie, ça laisse un degré d'interprétation qui fait que... Le Cosmo qui fait que pendant la partie ou même après la partie, on n'a pas vécu tous la même partie. Et donc, c'est qu'une conversation où on peut mettre des mots et clarifier et prendre le temps de clarifier qu'on peut arriver à se comprendre vraiment, je pense. Mathieu. Alors, 2 points. Donc, pour répondre à Adrien, moi, je pense en fait que la partie en fait dont tu amènes des thèmes, c'est juste pour mettre en mouvement. Et effectivement, il y a rien. Enfin, c'est beaucoup trop dur de. Moi, j'ai plutôt des thématiques de travail que j'amène avec mon jeu. C'est pas possible de parler du travail, du code du travail, etc. Non, en fait, je vais juste amener une problématique où va falloir pencher sur sa vie personnelle ou sur sa vie professionnelle, mais quand on te connaît comme l'horloge du diable parle de toi, de ton métier, de ta situation professionnelle. C'est incroyable. Ça. Voilà, c'est ça. En fait, donc là, je mets ça, c'est mes propres problématiques, et ensuite les gens, ils prennent pas, ils réagissent ou ils réagissent pas parce qu'on n'est pas tous sensibles à la même chose. Et le deuxième point, c'était pour faire un petit contrepoint à ce que disait Morgane tout à l'heure. Je suis d'accord avec les amis et le fait de jouer ensemble. Cela dit, le contrepoint, c'est que ça peut blesser aussi de jouer avec des amis sur des problématiques qui sont personnelles à partir du moment où ces amis-là
peuvent ne pas accrocher. Si pour moi, c'est leur jugement est d'autant plus fort que t'as du lien avec eux. Leur jugement et leur non-jugement. Le fait que le tranchant. Exactement. C'est-à-dire que si pour moi, c'est très très important de parler du travail et que je vois qu'aucun de mes amis n'y réagit, par exemple, je peux me dire ils l'ont pas vu, ils font pas attention à moi, etc., etc. Donc c'est juste un contrepoint, mais je suis d'accord sur le fait que en fait moi de base j'ai d'abord commencé avec mes amis et ensuite je suis allé vers les conventions pour voir si ça pouvait toucher. Morgane ? Alors 2 choses. La première, c'est que en ce qui concerne les amis, je faisais un point sur la sensation de flow que ressent Fly quand elle est avec des gens qui, à mon avis, repose aussi sur cette sensation de n'avoir pas besoin de tout dire parce qu'en fait, les choses passent de façon presque instinctive entre les gens. Donc, à mon avis, la sensation de flow est d'autant plus forte quand les gens, en fait, on les connaît et que du coup, je veux dire, c'est comme faire des raids avec ta team sur WoW, par exemple. Quand vous connaissez par cœur, vous connaissez exactement les réflexes de chacun, etc. C'est fluide. Voilà. Dorian ? Oui, je voulais réagir à la fois à ce que disait Morgane et ce que disait Adrien. Morgane parle de langage symbolique en fait au sein du jeu de rôle. Et toi tu dis oui, mais le moment où le discours sur le thème se fait, c'est après. C'est dans le débrief, grosso modo. Et en fait, ça c'est quelque chose que moi, en tout cas, et mon cercle d'amis, j'ai l'impression qu'on fait à chaque fois qu'on se retrouve face à de la fiction, qu'on voit un film, qu'on joue à un jeu de plateau, qu'on joue à un jeu vidéo. Après, il y a une phase de débrief qui est une phase d'explicitation, en fait, où on va vérifier que, je vais utiliser un terme de Kant, qui est de dire qu'une œuvre, elle parle de manière intersubjective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectivité de l'œuvre d'art, elle va parler à différentes subjectivités, mais que ces subjectivités communiquent autour de l'objet d'art. Et justement, cette phase d'explicitation, c'est aussi le moment où on vérifie tiens, est-ce qu'on a bien tous vécu la même chose ? Donc que je te comprenne bien, tu veux dire à Adrien, si je résume un peu, que en fait c'est pas propre au jeu de rôle. C'est pas propre. Alors ça c'est pas propre au jeu de rôle, mais c'est pour dire que ça veut pas dire que c'est pas que la partie est un lieu qui permet quelque chose et qu'après il y a le discours. C'est que s'il n'y avait pas eu la partie, il y aurait pas le discours. Et en fait, c'est juste qu'on a tous eu un discours dans notre tête pendant la partie et on le confronte à celui des autres après pour faire une sorte de vérification. Et pour moi, c'est aussi un peu un signe de l'insuffisance du langage symbolique. Parce que s'il était purement suffisant, on sentirait cette communion et on n'aurait pas besoin de la faire vérifier par après au sein de la discussion. D'accord, ok. Morgane. Alors du coup, je vais rebondir sur ce que vous disiez tous les deux. Adrien et Dorian, en fait, on est d'accord. La discussion de l'insuffisance de la poésie, Dieu sait que je l'ai eu avec mon Cosmo de Marie. Non, mais c'est vrai, Maxime, lui, la poésie, ça lui fait peur parce qu'il a l'impression que, en fait, comme on peut mettre plein de subjectivités différentes et qu'elles auront toutes raison d'une certaine façon, il n'y a pas de discours tangible sur lequel s'appuyer. Ça manque de faits, quoi. Et du coup, comment est-ce qu'on peut être d'accord ? Et c'est vrai que par rapport au fait d'avoir des amis à sa table en se disant ça va marcher, c'est des amis, et de déchanter en se disant mon Dieu, en fait non, c'est que le symbolisme a comme effet pervers de donner l'impression qu'on se comprend alors qu'en fait c'est peut-être une illusion. C'est-à-dire que moi je dissocie. Le langage symbolique pour moi ne permet pas de comprendre les gens. Il permet de mettre en mouvement. Voilà, ça a rapport au fait de travailler sur l'émotion. Quand Bachelard parle de la symbolique des rêveries élémentaires, il parle de pulsion, il parle de mouvement psychologique. En fait, le symbolisme touche à des émotions, il touche pas à des faits ou à des connaissances. Il bouscule, donc, en fait, il n'est pas là pour apprendre. En fait, on ne connaît pas les gens par le langage symbolique. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on perçoit les mouvements qui les habitent. Et ça me fascine. Voilà, moi c'est pour ça que je fais du jeu de rôle en fait. C'est pour ce niveau-là où en fait on accède à l'intime, à l'intériorité des gens, parfois sans qu'ils en aient conscience, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on les connaît mieux. Adrien puis Flavie. Je vois tout à fait ce que tu veux dire et je te rejoins là-dessus effectivement. Et du coup, moi, c'est une partie de ce que je cherche dans le jeu de rôle, ce mouvement dont tu parles, sauf que contrairement à ce que vous avez décrit jusqu'à présent, moi, je cherche une violence là-dedans. Quand je joue, les parties que j'apprécie le plus, c'est pas le mot peut-être. Si. Une force. Si. Non, une violence. Violence vraiment. Non, une je suis prêt à justifier le mot violence. Okay. Moi, mes meilleures parties, c'est des parties où pendant le jeu, on va venir foutre des coups de pied dans ma perception de ce qu'est la partie, dans mes convictions. C'est ce que je t'ai dit. Hein. Moi, je jouais à Sens
pour qu'un jour tu arrives à me contredire sur mes certitudes. Et j'ai envie que tu me fasses mal à mes certitudes. Je viens pas pour qu'on en discute gentiment. Je m'en fous de la gentillesse, moi. Je comprends. Faut repartir à violence, comme quand Aristote parle de mouvements violents. Tous les mouvements que tu vas impliquer à une pierre sont des mouvements violents parce qu'elles vont contre sa nature même. Et en fait, si je te mets en mouvement alors que c'était pas forcément volontaire de ta part, il y a une forme de violence là-dedans. D'accord, ok. C'est pour ça que, juste que sur ce que vous décriviez de jouer avec des amis, oui, c'est bien, ça a une forme d'aspect tout doux, mais j'aime bien aussi pouvoir jouer avec des inconnus, parce que c'est là où je me mets à nu, vraiment en fait, parce que mes amis, ils me connaissent un peu, ils savent un petit peu tout ça. Jouer face à des inconnus et avoir des réactions qui sont complètement imprévisibles, c'est aussi quelque chose qui secoue pas mal en fait. Flavie voulait intervenir. La sensation que je décris, c'est vraiment une sensation. Il n'y a pas, quand je la vis, en fait, de mots dessus. En fait, c'est pas du tout un truc réfléchi. Parce que vous mettez beaucoup de choses. Je suis même pas sûre qu'en fait le fait de comparer ça au flow soit vraiment pertinent en fait. Ah oui, non, pour moi c'est deux choses différentes, hein, le flow. Parce qu'en fait c'est vraiment une sensation très légère sur vraiment. Comment je pourrais dire ça ? Vraiment, on est sur presque le point d'une aiguille. C'est pas parce que je vis ça pendant une partie qu'il n'y a pas d'autres moments où je vais pouvoir être un petit peu plus bourrine ou un peu plus violente. Fly, pour reprendre moi, c'est ce que j'appelle l'instant. Oui, mais moi, je suis pas d'accord. Je suis justement pas d'accord non plus. C'est pour ça que je pense que c'est un truc vraiment différent. Dans cette idée d'instant, il y a justement cette minutie, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais il y a vraiment dans ce que je raconte ce moment où. Parce que des instants, j'en ai déjà vécu, mais le truc que je raconte, je l'ai vécu aussi dans mes classes, etc. C'est vraiment, il y a un moment où en fait mon corps fait mes épaules partent vers le bas et c'est presque comme si j'étais presque immobilisée. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, il y a vraiment... En fait, c'est très proche du flow. En fait, pour moi, le flow, c'est le fait que ton cerveau occulte toutes les sollicitations autres et en fait que tu as une attention à 100% sur un élément en question. Ah, c'est possible, et ça, tu le rencontres dans plein de choses. Quand tu fais de la rando pendant des heures et des avec heures... cette définition du flow, ça roule. Complètement tes jambes, en fait. Et tu marches, ou alors les fois où tu conduis, tu es un peu fatigué et tu arrives à destination, tu fais « mais j'ai aucun souvenir du trajet ». Il y a un peu le même genre de choses, je pense. Mathieu. Je suis d'accord avec Adrien. Pour moi, ce que tu décrivais, Flavie. En tout cas, moi, ce que je ressens et ce que tu décrivais, je le rapprochais plus dans mon expérience à moi d'une expérience de flow, mais de flow de groupe. Et par contre, je pense que en fait, on cherche pas tous effectivement finalement la même chose, et ce flow-là ne nous touche pas tous de la même manière. Visiblement, Adrien, lui, il a besoin de sensations qui vont venir visiblement le contredire. Moi, c'est plus on va dire mes dynamiques et mes névroses que je donne. Enfin, je névrose la table avec mes propres névroses, grosso modo. Morgane vient dans le... C'est ça le meilleur. Super intéressant à ce podcast. En fait, je me suis pas mal tué au début parce que je t'écoutais beaucoup. En fait, je te découvre moi pendant ce podcast et je pense qu'on a vraiment plus de choses en commun que ce que je pensais jusqu'à présent. Ah, si. Parce que moi, j'ai pas encore parlé de pourquoi je joue au jeu de rôle. Hein. Je l'ai un peu évoqué là-dessus. Et ça te rejoindra, et ça revient mon concept de violence. C'est que moi, j'ai beaucoup fait de jeux de rôle en tant qu'MJ. Mais énormément. En fait, tout le collège, non, les 2 premières années où je fais du jeu de rôle, j'étais joueur. C'est vrai que... Mais ensuite, j'ai été MJ jusqu'à 20 et quelques années, où j'étais quasiment que MJ. J'ai commencé à être un peu joueur, mais en fait, j'ai été tellement MJ que pour moi, je prends beaucoup de plaisir quasiment que dans la position d'MJ. La position de joueur, c'est compliqué pour que j'y prenne du plaisir. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, qu'en fait, moi j'ai l'habitude que dans une partie de jeu de rôle, c'est moi qui expose, qui me mette à nu, qui montre qui montre mes mouvements internes aux joueurs, en fait. C'est ça mon trip, en fait, dans le jeu de rôle. C'est pour ça que maintenant j'ai écrit des jeux, c'est pour ça que je kiffe Minuit pour toujours, parce que tout le monde se montre un peu. On se rejoint dedans. Effectivement. Et cette position d'auteur, elle est très importante pour moi. Dorian. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai l'impression que dans ce que vous décrivez, et Morgane, et Mathieu, et Adrien, la position d'auteur joue un rôle important. C'est pour ça qu'au début, je disais qu'il fallait distinguer le rôle du MJ du joueur, parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup finalement de meneurs à table. Parce que même moi, quand j'ai été meneur... Alors que moi, en fait, la sensation que je décris, je ne l'ai jamais eue en étant meneuse.
Ah, c'est une uniquement en tant que joueuse. D'accord, ok. Parce que c'est intéressant, même ça. moi, comme Adrien, période collège-lycée, j'ai beaucoup été meneur. Mais c'est pas quelque chose que je vivais comme une position d'auteur où je me mettais à nu. J'ai jamais eu un rapport d'intimité avec le jeu de rôle, en fait. Ça, je l'ai formalisé beaucoup plus tard, ça. Ouais. Mais la question de l'intimité qu'on perçoit forte chez Morgane et chez Mathieu, c'est des trucs que ne m'ont jamais effleuré, même avec mes parties récentes de jeux de rôle. D'accord, ok. Mais justement, après, on reviendra aussi sur les raisons pour lesquelles toi, tu t'es remis au jeu de rôle, qui me semble assez original. Morgane ? Non, mais moi, je suis très peu meneuse en vrai. Voilà, j'écris des jeux, mais je ne suis pas meneuse. D'ailleurs, la plupart du temps, mes jeux, je les mène pour vérifier qu'ils sont à peu près OK. Et c'est très, très rare que je refasse des parties derrière. Moi, cette sensation-là, je l'ai en tant que joueuse. Alors, en fait, au niveau de la formalisation, parce que je pense que c'est important dans la chronologie des individus de savoir à quel moment aussi on a compris et formalisé ces choses-là. Moi, la question de l'intimité, elle est venue quand je me suis mis à écrire. Quand je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai eu un regard un peu extérieur sur mon... En fait, quand j'ai sorti mon intériorité sur le papier et qu'en relisant mon travail, en regardant les gens jouer, j'ai fait mais oui, en fait. Et tu vois, la question de l'intimité, elle est devenue importante comme sujet de réflexion pour moi, mais c'est tout simplement parce que j'ai toujours été quelqu'un avec un rapport à l'intime important. Et ça rejoint ce que tu disais, Adrien, sur le rapport aux autres. Toi, tu dis, moi, j'ai besoin d'un regard extérieur qui ne me connaît pas, qui soit d'une certaine façon détaché de moi. Alors, il peut me connaître aussi. Hein, non, mais enfin, je veux dire... plaisir à aller voilà, le fait en fait, de se mettre à nu devant des inconnus, parce que d'un certain côté, il y a la surprise des gens qui te connaissent pas du tout. Voilà. Et en même temps, il y a ce côté un peu refuge qui est au moins c'est pas des gens avec qui j'ai déjà un passif et donc ils projetteront pas des choses qu'ils ont déjà dans leur bagage à mon sujet. Alors que moi, me mettre à nu, j'ai beaucoup de mal à le faire avec des inconnus. C'est extrêmement long. D'ailleurs, en groupe, je suis extrêmement mal à l'aise. Dans les très grands groupes, ça me met très vite mal à l'aise, ça me demande une énergie folle. Je préfère des petites personnes parce que c'est à ce moment-là que j'ai l'impression qu'on partage des trucs. Les petites personnes ou les petits groupes Les petits groupes. Pardon, les petits groupes, enfin les petits comités. Autant pour moi. Oh mon petit Frodon. T'en sais rien, chacun son kink, mon garçon. Ah bah oui, bien sûr. Hein. Maxime est pas très grand, je comprends. Maxime est juste à la bonne hauteur pour lui faire des câlins. Exactement. Voilà, on sait tout ce qui compte. Mais tu voulais ajouter quelque chose, Morgane, avant que je passe la parole à Mathieu ? Mathieu, je t'en prie. Mathieu, il a donc, moi, c'est pour rebondir aussi sur ce que disait Morgane. Moi, chez moi, le processus, c'est le suivant. Moi, j'ai énormément de mal à parler de moi-même. J'arrive pas en fait à mettre de mots sur mes propres émotions. J'arrive pas. Morgane plus. Ouais. Enfin, j'ai vraiment du mal à m'explorer. Et en fait, le jeu de rôle, ça va être une manière, une mise en scène. C'est là en fait où je vais pouvoir, en tout cas, m'exprimer et me mettre à nu. Alors après, moi, ça me dérange pas que ça soit avec mon cercle d'amis proches ou même d'ailleurs avec des inconnus. En fait, lorsque je parle de moi-même et que je ne suis pas en train d'assigner une morale, lorsque je parle de moi-même, alors je parle à tout le monde. Et dès que je parle de mes problématiques internes, je m'aperçois que les gens, en fait, ça va les mettre en mouvement et ils vont travailler. Grosso modo, je suis névrosé et pour paraître normal, je névrose le monde, si tu veux. Morgane voulait réagir rapidement, puis Flavie. Oui, non, c'est juste... je viens de comprendre un truc en t'entendant parler. En fait, quand je veux être comprise par des gens qui me sont proches, je joue au jeu de rôle. Quand je veux être comprise par des gens que je ne connais pas, j'écris des jeux de rôle. Ouais. Et juste pour reboucler sur le sujet quand même, c'est en exposant toutes ces problématiques-là et en voyant les gens s'en emparer en tant que maître de jeu, lorsque je vois mes joueurs s'en emparer, avoir d'autres réponses, etc., c'est là que pour moi la mayonnaise prend. Évidemment, il me faut un scénario qui puisse, puisque moi je suis MJ traditionnel, il faut un scénario qui puisse effectivement amener les joueurs dans un certain état de réflexion, de concentration, de maelstrom, et c'est ça en fait qui va m'intéresser. C'est pour ça que je rebouclais un petit peu sur ce que disait Flavie au début, c'est que je sens derrière, je sens mes joueurs, je sens l'activité intellectuelle, je sens que ça bouillonne, je sens que ça part dans tous les sens et j'ai l'impression de faire partie d'un tout à ce moment-là. Flavie. Alors, du coup, moi, je vais séparer deux choses parce que la sensation que je décrivais au début, en fait, c'est quand je suis joueuse, c'est quand j'arrive à lâcher prise, en fait, quand je suis joueuse. Ce que j'arrive pas à faire quand je suis, entre guillemets, MJ ou que c'est moi qui lead une partie. Où là, je dois garder une très, très grande concentration. Mais par contre, quand je le fais,
c'est que j'aime bien en effet donner des problématiques ou des idées, voir les autres s'en emparer. Ça m'aide à développer mon imaginaire grâce à eux en fait. Ça me donne des idées de certaines choses, ça me pousse à réagir. Et là, pour le coup, je suis plus comme dans un jeu vidéo, comme tu décrivais en fait, Dorian, où je suis vraiment en train de réagir aux moindres petites choses que vont faire les autres. Et là, il y a presque un côté, à un moment, quand j'arrive vraiment à réagir à tout le monde, où il y a un côté, à un moment, qui va être assez grisant, où si j'arrive vraiment à faire tout ce que les autres autour de la table voulaient dire et faire, je vais être très heureuse d'avoir pu leur donner la partie dont ils avaient envie en fait. Et alors que quand être au service des autres aussi. C'est vraiment, moi je trouve dans ces cas-là, c'est vraiment le moment où presque je suis effacée. D'ailleurs, quand je suis meneuse, je dis quasiment rien. Je pose juste des petites choses. C'est vraiment, il y a un côté presque quand dans le sport, vous savez, quand on continue. En ce moment, je reprends le sport à fond. Et il y a un moment où quand tu arrives à faire un truc cool et que tu le tiens, mais juste t'es content. Et quand je suis MJ, c'est plus cette sensation-là que je vais chercher. Oui. Alors que quand je suis joueuse, ou même dans les jeux ou narration partagée, etc., c'est plus le lâcher-prise que je vais chercher. Dorian. C'est rigolo parce que moi, dans mes expériences de MJ, de jeux classiques, j'ai toujours vécu malgré tout le jeu de rôle comme un jeu conflictuel. Et c'est-à-dire qu'en tant que MJ, je me considérais comme vainqueur si les joueurs avaient exactement fait ce que j'avais anticipé qu'ils feraient, et je considérais les joueurs comme vainqueurs si j'avais trouvé des solutions originales aux problèmes que je posais. Pendant très longtemps, j'ai lu des rapports de partie qui allaient dans ce sens, sur Casus Anno, des joueurs par exemple, comment on va pouvoir mettre le scénario du MJ en l'air et tout ça. Alors que là, moi, c'est l'extrême inverse au final. C'est le fait d'être presque effacé derrière des volontés et des envies que je ressens en fait. Alors, dont on m'a parlé aussi au fur et à mesure. Alors, pour conclure rapidement sur cette conversation, parce que je pense vous avez globalement tous bien exposé ce que vous vouliez dire à ce sujet. Ça m'a beaucoup fait penser la conversation d'une manière générale au podcast qu'on avait enregistré ensemble, Morgane, avec Fabien, sur le sentiment de mystique. Parce que, en fait, ce que la plupart d'entre vous décrivent, enfin, je veux dire, surtout Flavie, c'est une sensation mystique, au sens de ressentir une totalité bornée, de se ressentir soi-même comme faisant partie d'un tout, dont on avait beaucoup parlé avec toi. Et toi, justement, Morgane, c'était l'une de tes... Alors, du coup, pour rebondir on va faire une suite à ce... Parce qu'entre-temps, j'ai fait une psychothérapie. Et du coup, mon psy m'a apporté une information intéressante. Alors, au niveau du vocabulaire, vous pardonnerez, il est ce qu'il est, mais en gros, mon psy m'a dit que, grosso modo, dans le champ des perceptions, il y a, il faut imaginer une frise, d'un côté du graphe, enfin d'une ligne, d'un côté de la ligne, vous avez le sentiment de distanciation extrême, qui est ce que certaines personnes peuvent expérimenter quand elles sont par exemple dans le coma après un accident et qu'elles ont la sensation de se voir par au-dessus. En dehors de leur corps, la sensation du corps astral. Donc ça, c'est la distanciation extrême. De l'autre côté du spectre, à l'autre bout, vous avez ce qu'on appelle... incarnation, pas au sens christique, ça n'a rien à voir. Le fait d'être intégralement relié à l'instant au point de se dissoudre soi-même. Et c'est souvent ce que traduisent les expériences mystiques religieuses. Qui est l'état de flow, on l'entend presque, presque la définition. Tu vois, quand les gens disent j'ai une expérience mystique, souvent ils font état d'un truc qui ressemble beaucoup à de l'incarnation, mais très important. J'ai l'impression que la mystique, c'est même les deux extrêmes en fait. Alors il y a l'un et l'autre, mais c'est vrai que très souvent les expériences mystiques, ils te traduisent un sentiment de totalité, d'être exactement à l'instant où il faut être, de plus par savoir quel est le temps qu'il fait, etc. Il y a un mot qui revient, c'est le mot de sentiment. Et en fait, la vie, l'existence, elle est entre les deux. Voilà, elle est quelque part entre les deux. Il y a des gens qui font l'expérience d'un extrême, d'autres pas, et en fait, il y a plein d'expériences qui se situent sur le spectre de part et d'autre. Est-ce qu'on pourrait pas résumer en quelque sorte la conversation précédente en disant que les uns les autres, vous faites du jeu de rôle pour ressentir des sentiments? On est dans le sentiment, on n'est pas dans l'idée de... Tu vois ce que je veux dire déjà? En fait, le problème, c'est qu'est-ce que tu mets par des sentiments? Enfin, je veux D'accord, dire, très bien. Qu'est-ce que tu mettrais d'autre en fait? Tu pourrais dire pour apprendre des choses. Alors, il y a des gens qui font du jeu de rôle. Et justement, on va en parler. Dorian, on va te passer la parole. C'est justement c'est pas une transition, ça aussi. Moi, typiquement, je fais la. Il y a le plaisir d'apprendre des choses, mais il y a des gens qui joueraient au jeu de rôle pour apprendre des choses. Concrètement, des gens qui jouent avec l'histoire. Enfin, moi, je fais aussi du jeu de rôle. Je fais aussi du jeu de rôle juste pour repousser les bornes de ma réalité. Acquérir des informations.
Tu vois ce que je veux dire? Donc là, Dorian, donc justement, c'était aussi pour te passer la parole, Dorian. Donc toi, pourquoi tu t'es remis au JDR? Et déjà, je vais répondre. J'ai l'impression que c'est bien éloigné de tout ce qu'on a discuté exactement, ici. Parce que moi, c'est ce que, comme je disais, je suis très éloigné des questions d'intimité dans le jeu de rôle. Déjà, c'est vrai que j'ai un rapport descriptif avec les situations de jeu de rôle. Et c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de gens dans les parties à la Barreau le faire, mais c'est vrai que moi j'ai un rapport à la troisième personne, notamment avec mes personnages, quand je décris l'action. Et moi, ce qui fait que je suis revenu au jeu de rôle, bon, déjà j'avais l'impression d'avoir fait le tour quand j'ai arrêté avec les jeux de rôle classiques. Moi j'ai beaucoup joué à D&D, Cthulhu et INS. INS-MV, plus INS que MV d'ailleurs, mais comme tout le monde. Comme tout le monde. Et pour faire une analogie avec le jeu vidéo, le fait est qu'il y a des archétypes de quêtes dans les jeux vidéo, et que ce soit dans un jeu de science-fiction, dans un jeu d'heroic fantasy, quand t'es un peu habitué, tu vois les grosses ficelles de ces quêtes-là. Et moi, avec le jeu de rôle, j'avais l'impression d'avoir fait le tour des narrations possibles, même avec ça, et qu'on revivait en boucle les mêmes aventures, mais dans un setup différent. Le syndrome de la carte postale, dont on avait parlé avec Stéphane Bagnier. Et en fait, quand je suis revenu, quand j'ai rencontré Romaric, en fait, qui m'a présenté de nouveaux jeux, je me suis dit, tiens, les problématiques qui me faisaient chier dans le JDR ont été formalisées, et notamment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est que les questions de fluidité n'étaient plus pensées seulement au niveau du système, mais en parallèle au niveau du système et au niveau de la narration. Et du coup, il y a quelque chose qui, moi, me plaît maintenant dans les jeux que tu me fais tester, c'est que je suis à la fois spectateur et acteur d'une histoire, mais qui se déroule d'une manière très fluide, où il n'y a plus aucun obstacle entre le début de l'histoire et sa fin, même s'il y a c'est quand même une histoire, donc il y a des obstacles fictifs à passer. Bien sûr. Mais il n'y a plus d'obstacles objectifs. Et qui peuvent être tous différents en fonction dans le cadre de la partie, effectivement. Et du coup, là où j'avais l'impression qu'il y avait plein de petits actes, on va dire mondains, lancer les dés, retrouver les tables, etc., qui nous sortaient de, je vais utiliser un terme de Roger Caillois quand il parle du jeu du cercle magique. Ouais. Là, j'ai l'impression que je peux rentrer dans un jeu comme Minuit pour toujours, par exemple, pendant 2 heures dans le cercle magique, il n'y a rien qui va m'en sortir, et une fois que je serai sorti. Et j'arrêterai de faire des allers-retours permanents entre au sein du jeu, à l'extérieur du jeu, au sein du jeu, à l'extérieur du jeu, qui était fatigant, exactement. Adrien? Moi, je vais rejoindre un petit peu ce que dit Dorian, et je pense que tu commences à évoquer sur d'autres raisons que des sentiments de jouer au jeu de rôle, même si pour moi ça reste du sentiment, mais ça c'est peut-être discuté. C'est le fait que c'était le Adrien d'avant qui faisait du jeu de rôle en tant que scénariste en fait. Et son objectif c'était d'avoir des histoires, des rebondissements, et justement d'essayer de sortir du cadre du scénario typique qui est ressaucé à chaque fois, et donc d'aller vers une certaine originalité. Et c'est ça qui fait que le jour où j'ai découvert pour la première fois un jeu de rôle complètement foireux comparé à ce que j'avais jusqu'à présent, ça a un peu fait péter une limite dans mon cerveau, et j'ai vraiment évolué autour de ça. Mais il y avait vraiment un aspect... Et je connais beaucoup de gens encore qui font du jeu de rôle pour ça en fait, pour le bon rebondissement, le PNJ en couleur, les anecdotes, la quête qui est originale, ou au contraire qui recélébrer un canon en ayant des petits changements. J'ai pas encore parlé de mes motivations à faire du jeu de rôle. Je vais juste pas te passer la parole, Morgane, puis après j'irai dans le sens d'Adrien, je pense. J'aime beaucoup la façon dont tu qualifies enfin tu vois, c'est genre c'était le moi scénariste, le moi. Je trouve que c'est très intéressant comme les surnoms, les titres qu'on se donne pour certaines de nos postures. Voilà, c'était. J'ai juste envie de dire ça. J'ai trouvé que c'était très bien. En tout cas, moi, je plus sois Adrien 200%. C'est-à-dire que si j'ai commencé à faire du jeu de rôle, Flavie, pour te répondre, c'est vraiment parce que j'avais terminé la série Saint Seiya et qu'il n'y avait plus d'épisodes. Et que ça me faisait chier. Mais oui. Et que j'avais envie, en fait, d'écrire des épisodes de Saint Seiya concrètement, je veux dire. Et donc, moi, je tombe pile poil dans ce dont Flavie parlait dans le podcast sur le cinéma et JDR, qui est que moi, j'étais un créateur de JDR parce que je ne pouvais pas être réalisateur de films, parce que j'avais la flemme d'écrire des histoires et parce que je ne pouvais pas programmer de jeux vidéo techniquement. Et donc j'ai commencé à faire du jeu de rôle parce que le jeu de rôle me permettait de raconter des histoires comme au cinéma, comme dans les jeux vidéo, comme dans les séries, mais sans avoir toutes les contraintes d'avoir un réal, un chef-op, etc., etc. Et donc moi je tombe complètement dans le cas d'Adrien jusqu'à découvrir les jeux de rôle non traditionnels. Il n'y avait pas Netflix, c'est-à-dire que si tu voulais regarder du fantastique ou du surnaturel, t'avais
une série, et encore à l'époque, Buffy n'existait pas. Voilà. T'avais Star Wars qui sortait, et puis t'avais Willow, quoi. Et c'était à peu près tout ce qui existait Le jeu de rôle, pour moi, c'était pas un média. C'était une façon de produire et de prolonger des médias déjà existants. Et donc, c'était pas un média à part entière, presque. Morgane, puis Mathieu. J'en ai pas pour très très longtemps. En fait, je suis sûre que c'est pour ça que une énorme partie de la production en jeu de rôle, c'est des adaptations de licences, de romans. Parce qu'en fait, quand l'œuvre est bonne, la fin est forcément décevante. Parce que c'est une fin et qu'on voulait pas que ça se termine. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, toutes les fins, tous les bons livres ont des mauvaises fins, si tu veux. C'est ça le truc. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense, qu'on produit des licences parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est poursuivre l'expérience. Voilà. Mathieu. Donc là, en fait, on dit surtout pourquoi est-ce qu'on a commencé à jouer au jeu de rôle. Parce que en fait, j'ai bien peur d'être resté dans ce truc-là quand même. Oui, parce que c'est pourquoi est-ce que vous jouez au jeu de rôle. Moi, alors s'il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a commencé, moi aussi comme toi, effectivement, j'aime bien raconter des histoires. À l'époque, c'est un peu ce que vous avez dit. Il n'y avait pas les elfes façon le Seigneur des Anneaux, grands, longilignes, avec les oreilles pointues, etc. Moi, c'était les elfes, les corrigans, les tout petits trucs. C'est ça qui m'intéressait, ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le folklore de Bretagne. Je voulais jouer avec ce genre de choses-là. J'ai commencé aussi le jeu de rôle pour tout ce qui était l'évasion, pour passer du temps en fait avec mes amis et pour bien se marrer, quoi. C'est surtout ça qui m'a amené là-dedans au début. C'est après que ça s'est développé. Flavie puis Dorian, ça y est. Alors justement, moi je reste sur pourquoi je joue au jeu de rôle. Y a une autre raison pour laquelle je joue au jeu de rôle qui est complètement différente des deux autres que j'ai dites. C'est que des fois, je vais jouer au jeu de rôle pour me marrer. Parce que c'est le seul moment, quasiment. Parce que quand on est adulte, il y a beaucoup de restrictions dans le jeu social. Dans le jeu social, tu vas pas t'esclaffer avec n'importe qui. Tu vas pas. Il faut du temps, notamment quand tu rencontres quelqu'un quand tu es adulte, pour briser assez de murs pour pouvoir arriver au moment où tu te fends la poire comme quand tu avais 5 ans. T'as déjà joué à Cards Against Humanity ? Non. Pourquoi tout le monde va ça va mais en fait, le jeu de rôle, c'est un moment, je trouve, et il y a une raison aussi si ensuite, quand j'ai ces moments-là, je trouve ça brise la glace, c'est les fous rires en partie, quoi. Moi, il y a des parties où juste j'ai ri pendant 2h30. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent pour ça. Moi, je sais que quand il y a des conventions, notamment Eclipse à Rennes, où quand tu vas là-bas, chaque année, il y a une partie de Cats ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Et le public est fou, quoi. Ils sont tous en train de miauler dans la salle. Tu sens à la description que c'est un jeu fun et tu sens que tout le monde veut y jouer juste pour passer une grosse poilade, quoi. Par exemple, avec toi, Mathieu, j'ai eu une partie où j'avais ri pendant 3 heures, mais j'en avais mal au ventre. C'était avec Julien Poire. Ouais. Mais c'était pas. Je te le dis à toi parce que du coup, je te vois pas souvent, mais je te dis, ça reste pour moi un très bon souvenir. C'est pour ça que j'aime bien quand je sens. C'était le jeu de Julien Poire. Quand on me dit, tu vas jouer avec Mathieu, du coup, en plus, j'ai beaucoup d'affection pour ça parce que j'ai ri, quoi. De mauvais rêves. Mais vraiment, les fous rires en partie. Et là, par exemple, mort de rire. Il jouait un vieux énorme. C'est juste fantastique. Mais nos parties de Cthulhu actuellement, pourquoi Cthulhu pourquoi en ce moment j'aime bien nos parties de Cthulhu, mais parce que je me marre non-stop, quoi. Dorian. Tiens, c'est rigolo parce que hier, Valentin, dans une discussion, disait que faire la bonne blague dans une partie de jeu de rôle et faire la situation qui fait rigoler, c'était un cas du jeu en performance. Merci, dit Morgane. Et moi, je voulais revenir parce que vous dites qu'il y avait un déficit en fantasy, grosso modo, qui fait que vous avez... Il y avait des bouquins, bien sûr. Oui. Mais moi, je pense surtout aux jeux vidéo. Moi, ça a été ça. Moi et mes copains, on jouait à Baldur's Gate, chacun dans notre coin, notamment. Pareil, bien sûr. Et quand j'ai trouvé, dans les affaires de mon grand frère qui partait sur Paris, le guide du joueur des 3.5... J'ai vite fait le lien en disant tiens, c'est le système de règles de Baldur's Gate. Au lieu de jouer chacun dans notre coin, on va pouvoir jouer ensemble. Ouais, bien sûr. C'est marrant. Là, c'est vraiment une question de quelques années de différence entre nous, parce que moi, ça a été dans l'autre sens, en fait. Ça a été un jeu vidéo dans le dragon. Et je voulais dire un truc que j'ai oublié, c'est pas grave. Moi, juste pour dire que, pour répondre donc à ta question concrètement, parce que c'est vrai que je répondais plus à comment tu t'es mis au jeu de rôle, là, pourquoi je joue, c'est pour découvrir l'intimité de mes amis ou d'une amie ou d'un ami. Et donc, en fait, je me rends compte que mon activité rôliste est complètement symétrique. Quand je suis auteur,
et MJ, je joue pour dévoiler mon intimité, c'est-à-dire écrire une histoire qui dévoile une partie de mes sensibilités, de mes problématiques, on le sait bien. Montrer le chevalier du dragon qui est en toi. Voilà, c'est ça, exactement, le faire péter le cosmos. Et quand... je croyais que c'était Andromède. Donc, il y a ce côté-là quand je suis aimé. Et puis quand je suis joueur, je suis en position symétrique, c'est-à-dire que là, je suis là pour découvrir l'intimité d'un ami, d'une amie, etc., etc. Et donc en fait, pour moi, il n'y a pas de, tu vois, il y a une totale symétrie, quoi. Quand je suis joueur, je suis là, voilà, tu vois, c'est la même activité vraiment pour moi. Mathieu. Ouais, je vois, mais alors par contre, du coup, après, ça amène. Autre chose sur on va dire la qualité des jeux. En fait, moi, je me méfie plus en fait, je suis aussi MJ parce que je me méfie plus de ce qu'on me ramène. En fait, je suis pareil, un peu méfiant. En fait, j'ai été un peu échaudé et donc je fais pas forcément confiance à tout le monde. Il faut que je sache avant, en fait, que la personne s'est investie émotionnellement, finalement, dans l'œuvre pour pouvoir avoir ce que tu es en train de dire. Mais genre, typiquement, un exemple très concret. Adrien. Quand tu vas en convention, est-ce que tu joues beaucoup ? Quand je vais en convention, malheureusement non, parce que je présente. Okay. Est-ce que tu jouerais ? Oui, alors quand j'en avais l'occasion, j'ai énormément joué en convention. Parce que moi en convention, je joue quasiment jamais. Moi non plus, pour ça. Parce qu'en fait, je sais que va y avoir les 2/3 des parties. J'ai joué à 4 justement, ça va être du tradi qui va pas me plaire. Que va y en avoir un tiers, ça va être des jeux rigolos, mais sans prétention. Et en fait, arriver à dénicher le jeu malsain, le jeu bizarre, le jeu expérimental, j'y arriverai pas, donc c'est à moi de le proposer. Je comprends. Et donc en fait ma cam, je suis le seul à pouvoir me la fournir moi-même en fait. En fait, je suis un peu là-dessus, mais alors après peut-être que moi je suis un petit peu trop méfiant. Mais moi aussi il y a un aspect méfiance, bien sûr. J'ai été peut-être un peu échaudé, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que si attendez, ça c'est des propos qui sont valables à une époque où il n'y avait pas des médias pour expliquer. Effectivement, le contenu des jeux, etc. C'est peut-être un traumatisme. Aujourd'hui il y a tellement de médias pour expliquer. Ouais, mais en fait, il y a plein de gens qui décrivent leur partie en disant le setup de leur scénario et pas forcément à quoi on va jouer en fait. Okay. Morgane, c'est très très rare. Enfin, malgré le fait que nous on en parle beaucoup, c'est très rare les jeux qui expliquent le système de jeu en fait. Morgane. Alors deux choses. Je suis pas d'accord Rome avec le fait que tu dises non, ça c'était valable avant mais plus aujourd'hui, parce qu'en fait ce qu'ils sont en train aussi de dire là, c'est ça, indépendamment de la pratique du jeu de rôle, c'est aussi la question du dévoilement, c'est aussi la capacité à pouvoir être en confiance avec des gens, et ça, quelle que soit la situation sociale dans laquelle tu es, jeu de rôle, pas jeu de rôle, média, pas média, c'est valable. Enfin, quelqu'un qui arrive en convention et qui te prend du Dogs in the Vineyard, tu sais à quoi tu vas jouer. Non, mais oui, je veux dire, le sentiment, le besoin de confiance, le fait d'être sûr que les gens en face vont pas prendre ce qui est important pour toi comme par-dessus la jambe, ça, donc c'est pas une question de médium. Ça, c'est un point, c'est pour ça que quand tu as dit c'était valable avant, j'ai râlé, non, c'est valable. Non, d'accord, ok, excuse-moi, je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui on connaît mieux les jeux, leur contenu, leur système, il y a plus de manières d'accéder. Cela dit, la réflexion que toi tu as, Adrien, sur la question de la note d'intention. Donc le fait que parler d'un jeu, ça n'est pas uniquement raconter le synopsis du film. Ah. Voilà. Ça n'est pas que raconter le synopsis de la fiction, plutôt. Ça, c'est une réflexion qui est transverse aussi, notamment dans le milieu du GN dont je fais beaucoup partie, où on est en train de se dire que raconter une histoire, raconter une fiction, ça n'est pas suffisant pour que les gens comprennent ce qui est en jeu. Voilà, la fiction n'est pas un enjeu, c'est un cadre. Et donc du coup, très souvent, on en reste au cadre. Et c'est vrai que les gens qui en plus sont un peu réfléchis, qui savent ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, jusqu'où ils sont prêts à aller ou pas, ces gens-là, si tu ne leur donnes pas des bornes en leur disant « Ok, je vais vous emmener là-bas et vous allez en chier », ou pas d'ailleurs, mais enfin, tu vois, ça c'est un vrai problème, et ce serait bien qu'effectivement, on sorte du fait que parler d'une œuvre ou d'un média, peu importe, c'est simplement lire le 4e de couverture. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que moi, j'ai eu des... j'ai la sensation qu'on en sort. Il y a des joueurs en convention qui ont dû avoir des expériences très très bizarres avec moi en fait, parce que je présentais des jeux avec la méthode qui était présentée tout le temps, où je présentais un peu le synopsis, mais derrière, ils ont dû vivre des trucs... On en parlait tout à l'heure, tu disais que tu exposais tes névroses et compagnie. Mathieu. Moi, il y a une partie que je faisais jouer, que je fais jouer à pas mal de potes et en convention, Adrien. où tous les personnages de la fiction ont des noms de gens de ma famille, où il y a plein d'événements dedans que j'ai vraiment vécu, avec des trucs un peu torturés. Ça y parle d'AZF, ça y parle de... Enfin bon. Et
Enfin, ça peut être bizarre quoi pour des gens. Tu parles d'éveil là. Non, pas du tout. Ah non, okay. Non, c'est un truc que j'ai jamais fait jouer pour l'instant à la barre. Mathieu. Oui, moi du coup, c'est donc toujours pour rebondir sur ce que tu disais. Mais après, c'est une question de préférence. Voilà, je vais être beaucoup plus méfiant lorsque je connais pas la personne qui est en face. Je sais pas si elle a ce même processus. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui me met en mouvement, c'est quand une personne effectivement se livre et fait le même travail que je fais. Et alors là, à partir de ce moment-là, ça m'intéresse. Mais par contre, de fait, tout le monde ne le fait pas forcément parce que soit on n'est pas au même niveau d'avancement, soit on veut pas le faire. On est au même niveau, mais on veut pas le faire. Soit parce que on veut juste se marrer. Et il y a pas de souci avec ça. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je recherche. Et lorsque je ne connais pas les personnes, et comme il y a peut-être cette pudeur dont on parlait au tout début, on a peut-être plus de mal à se livrer et je vais peut-être moins trouver finalement ce genre de partie. C'est pour ça que j'ai plus de méfiance et c'est pour ça que la plupart du temps, quand je connais pas les gens, c'est moi qui propose parce que c'est ce que disait Adrien, c'est ma cam et je sais en plus de ça que ça va me plaire et je pense, voilà, enfin, de toute façon, si je le propose, c'est que je pense que ça va plaire aux autres, quoi. Très bien. Dorian. Voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est c'est la question de la 4e de couverture ou juste d'écrire l'histoire. Les raisons aussi qui font que je reprends le jeu de rôle quand je te rencontre, c'est que je tombe sur des jeux qui me décrivent le système avant même de me décrire le fond narratif. Bah oui. Et ça, je me dis, ah bah oui, ça me parle, du coup, je sais ce que je vais faire quand je vais jouer. Ouais. Et c'est bizarre, mais c'est un problème que je suis en train de rencontrer moi avec le jeu vidéo. Où de plus en plus, il y a des jeux vidéo où on met plein de visuels, mais tu sais pas à quoi tu vas jouer en fait. Enfin, regarde les trailers des films. Ouais, c'est aussi, mais les films, on est plus habitués. Dans le jeu vidéo, c'est assez récent en fait que les jeux, l'HUD est caché dans les images, et du coup, tu sais pas si c'est un FPS, si c'est un jeu d'aventure, si c'est un jeu de rôle, si c'est un jeu avec beaucoup de QTE et des lignes de dialogue. Des fois, t'as du mal à savoir. Quoi. Le film, c'est avant tout des images. On te montre des images, du coup, même si on peut sélectionner ces images et ça donnera pas le film, c'est quand même, tu vois ce que c'est. Alors que quand tu vois des trailers de jeux vidéo, maintenant, c'est vrai que certains trailers, tu regardes le jeu, tu te dis, je ne sais pas à quoi je vais jouer. Je ne sais pas comment je vais appuyer sur les boutons, qu'est-ce que ça va réclamer de moi, est-ce que c'est du QTE où je vais avoir du coup une implication minimale, ou est-ce que je vais devoir faire beaucoup d'actions J'ai l'impression dans les jeux vidéo que Nintendo est plus ceux qui montrent comment on joue dans les trailers. Ouais, bien sûr. C'est des artbooks en fait. Voilà. Et juste, si tu me permets, un petit truc que je voulais rebondir sur quelque chose que disait Mathieu et que j'avais en tête tout à l'heure, que j'avais oublié, c'est que pour moi, le jeu de rôle, c'est une sorte de grand village. Et on est, y en a plein qui sont sur la place centrale où on fait du Medfan avec des scénars tradis. Et puis en fait, nous, on est en train d'explorer une cabane qui est la partie arty, bizarre. Et en fait, on n'est pas tous au même endroit, on n'a pas tous les mêmes attentes. Et le problème, c'est qu'en convention, il y a un peu tout le monde qui vient. Et tout le monde n'est pas au même endroit, on n'a pas les mêmes attentes. Et ça, c'est... Comme en GN quand il n'y a pas de note d'intention. Ouais, bien sûr. Ouais. Cela dit, je vais revenir sur ce que tu disais, Mathieu, au sujet du fait de tu sais pas, quand tu connais pas les gens, tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller avec eux. Pour toi, pour eux aussi, tu vois, jusqu'à quel point tu peux te dévoiler sans les mettre mal à l'aise. En fait, et là il faut le dire comme ça, en fait, il faudrait sérieusement qu'on s'inspire du milieu sadomaso, du milieu SM, parce que la question des limites de chacun, le fait d'expliciter les enjeux, le fait d'expliciter les implications que ça demande, le fait de poser des limites et de vérifier régulièrement si les gens sont toujours OK, etc. En fait, moi, je prendrais le problème à l'envers. C'est qu'avant de dire ça, je dirais jusqu'où on va aller. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'actuellement, en convention, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont dérangeants en fait, d'un point de vue émotionnel. Hein. Alors, parce que hélas, tu vois, moi je dirais hélas. Oui, mais en même temps, le fait de se dévoiler, c'est un exercice qui est déjà très compliqué parce que ça demande d'avoir soit avoir beaucoup travaillé sur soi, soit avoir un niveau de pudeur effectivement qui fait que t'as pas tellement de problèmes à aller explorer ces trucs-là avec des gens, et parce que de toute façon, la société dans son ensemble ne favorise pas l'expression de soi à ce niveau-là. Voilà, parce que sinon, je te jure que tous les petits seraient remboursés par la sécurité sociale. Mais du coup, avant de dire attention, ce jeu on se révèle, ça serait d'abord dire dans ce jeu vous allez vous révéler et virgule attention âme sensible, tu vois. Mais c'est ça. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que quand vous parlez d'abord de la sécurité émotionnelle, c'est qu'en fait, moi comment je le ressens, hein, c'est pas ce que c'est comment je le ressens, c'est qu'en fait c'est mettre une alerte avant de mettre ça peut vous intéresser parce que.
Alors, je suis pas du tout en train de dire que c'est le premier truc qu'il faut. C'est pas ce que je dis que tu dis, c'est comme ça que tu le perçois. Ouais. En fait, je suis pas en train de te dire. Enfin, du coup, je suis pas en train de te dire, ok, c'est safety first, mais en fait, dire aux gens, voilà, on veut jouer à ça. Il y a ça et ça et ça et ça dedans. Voilà. Ça s'adresse à des gens qui veulent plutôt aller par là. Si vous avez telle limite, ne venez pas, ça sert à rien. Cette formulation, moi, ça me va tout à fait. Et en fait, une vraie note d'intention, c'est ça. Et le milieu les milieux BDSM, parce qu'il n'y a pas que le sadomaso, le milieu BDSM met ça en place. Et je pense que quand on pratique une activité comme la nôtre, c'est ça. Et moi, si je joue au jeu de rôle, c'est aussi pour le plaisir de mettre les gens en mouvement avec leur consentement, si tu veux. Ouais. C'est ce moment où, surtout quand je suis MJ, où en fait je sens qu'ils se laissent aller. Tu vois, ce moment où en fait, comme quand tu fais l'amour à quelqu'un, où tu sens qu'en fait c'est bon, il te fait suffisamment confiance et tu vas pouvoir l'emmener où tu veux et ça va être un bon moment, quoi. Et il y a ça aussi. Hein. Si je fais une comparaison du coup un peu plus poussée avec le BDSM, c'est Dorian qui. Ah pardon. Non, c'est juste. C'est sur la question du safety first où on a l'impression que parfois c'est les jeux qui sont en cause. Alors dans une certaine mesure, je pense que c'est le cas, qu'il y a des jeux qui amènent certaines situations qui méritent qu'on mette un warning, attention, le jeu développe certaines situations. Mais en fait, n'importe quel jeu peut développer ces situations-là. Si tu regardes Aventure, la première phrase prononcée, c'est qui prend le cul. Pourtant, c'est pas un jeu qui t'invitait à ça. Flavie, puis Adrien. Ouais, moi en fait, à certains moments, quand j'ai fait il y a quelques années des parties, il y avait des moments où j'étais mal à l'aise. Et quand je suis mal à l'aise, en fait, j'ai tout plein de warnings en fait qui apparaissent en moi. Et du coup, je me mets à aller dans l'outrancier quand je joue, puisque comme je suis mal à l'aise, du coup, si je vais dans l'outrancier, ça me permet de prendre le contrôle de la partie en fait et d'aller vers un outrancier qui va être plus gérable pour moi. Et quand je finissais ces parties, en fait, je me sentais. C'est pas que je me sentais pas bien, mais voilà, j'étais pas très très contente ni fière de ce que j'avais fait. J'avais un peu l'impression d'avoir dirigé la partie pour aller vers des trucs moches. Et c'est pour ça que maintenant je joue avec des amis et des gens que je connais en fait, parce que je sais que s'il y a un problème, je vais pouvoir dire attention, là ça me plaît pas. Et je sais qu'on se connaît assez et que je vais pouvoir leur parler de certaines choses même avant, pour éviter de devoir me retrouver dans la position de la personne qui va juste faire chier la partie parce que j'avais pas envie qu'on aille là-dedans. Et c'est vrai que c'est un phénomène qu'on observe très souvent en jeu de rôle, ce moment où il y a quelqu'un qui est mal à l'aise et qui du coup va avoir tendance à pousser la partie dans un sens ou dans l'autre pour pouvoir retrouver un semblant d'équilibre, soit en arrêtant complètement d'interpréter son personnage, par exemple, soit en poussant les actes au fond, dans le gore, dans le grunge, dans les trucs comme ça, parce qu'en fait, ça désamorce le sentiment d'inconfort. Ouais. Dorian, ce qui est rigolo, c'est que intervenir avant, mais okay, c'est qu'on a presque retourné le sujet, parce que la question principale qui était pourquoi avoir commencé ou pourquoi jouez-vous au jeu de rôle, là on est en train d'aborder les questions de qu'est-ce qui pourrait nous éjecter hors du jeu de rôle. Exactement, est-ce que j'allais dire de toute façon, dans un cercle, tu sais, t'as l'extérieur et l'intérieur, et dire ce qui pourrait nous éjecter, c'est aussi dire voilà pourquoi on est dedans. Flavie ? Et dans les choses qui pourraient m'éjecter aussi, il y a... je sais que quand je choisis de jouer à un jeu de rôle et tout, on en parle avant généralement avec les amis ou les gens que je connais. Et je sais qu'on va être un peu dans le même genre d'envie à ce moment-là. Et parce que quand je connais pas, il n'y a rien qui me fait plus chier que lorsqu'autour de la table, j'avais envie, en fait, à ce moment-là, pas envie de fou rire, mais envie vraiment de retrouver la sensation dont je parlais au début, qui est une sensation très aérienne, où on va se retrouver presque au milieu de la table et où je vais avoir les sensations dont je vous parlais sur la tête. Et qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui fout tout par terre parce que justement, là, à ce moment-là, il est dans le jeu en performance, là où moi, j'en avais pas envie. Et du coup, oui, tu dis contrat social en dehors des micros. En effet, le contrat social, mine de rien, pour moi, il est plus facile, il est plus facile à mettre en place avec des amis et des gens que je connais avant de jouer. Je suis vraiment d'accord. Alors moi, je voudrais juste revenir un petit peu aussi sur le sujet avec peut-être une réflexion d'ordre plus prosaïque. C'est que moi, je me fais chier dans les autres médias, hein. Le cinéma, ça me fait chier, il n'y a pas d'interaction, on se fait chier. Le gars, il se fait chier devant Megaman. Le jeu vidéo, alors voilà, le jeu vidéo, c'est ce qui m'emmerde le moins.
parmi les médias. Alors le livre, n'en parlons pas, j'arrive même pas. J'ai du mal à lire. Voilà, je suis dyslexique, c'est compliqué. Enfin, c'est une horreur. Le cinéma, la plupart du temps, on m'impose des images et des sons, voilà. Le jeu vidéo, ça passe encore, il y a un peu d'interaction, ça commence à être plus intéressant. Et puis, alors, le jeu de rôle, c'est le top, quoi. Le jeu de plateau, tu l'abordes même pas tellement t'y joues pas. Non, si, le jeu de plateau, j'y joue, mais tu sais bien, comme un laboratoire. Pour moi, le jeu de plateau, c'est une sorte de laboratoire expérimental pour des mécaniques qui pourront potentiellement pouvoir être utilisées dans mon média favori. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment ça, quoi. Donc il y a aussi ce côté purement prosaïque de le jeu de rôle, pour moi c'est le média de l'interaction idéal et donc celui dans lequel j'ai le plus de liberté et celui dans lequel je m'éclate le plus, quoi. C'est peut-être très prosaïque de revenir à ça. On n'a pas du tout parlé de l'interaction dans ce podcast, mais c'est quand même une des raisons pour laquelle c'est un média de ouf, quoi. Morgane. En fait, moi, c'est la raison pour laquelle je fais du jeu de rôle. Voilà. Parce que, en fait, ça mélange les interactions sociales, l'imprévu et le fait de pouvoir explorer des situations qui n'arriveront jamais dans la vraie vie de la réalité véritable. On code sur le cerveau, quoi. C'est énorme. On code sur le cerveau humain. C'est le plus bel outil de l'humanité. Quand je t'ai proposé les électrodes, tu voulais pas, quoi. Mais si, Adrien, je t'ai toujours dit oui. Ah. Mathieu. En fait, moi, je pense qu'on a parlé des interactions depuis le début. Le fait de dire j'apporte une problématique personnelle pour voir comment les autres vont s'en emparer. En fait, on est totalement dessus. En fait, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est pour cette interaction-là, en fait, en tout cas moi, en ce qui me concerne, que je joue au jeu de rôle. C'est ça qui me... Mais moi, je te parle d'une interaction beaucoup plus fine, beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus terre-à-terre. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire qui se déroule. A et Monsieur B, c'est ça, quoi. Il y a l'histoire qui se déroule. Là, je peux dire stop. On arrête le film, je veux que machin il sorte avec machin, que machin il avoue un truc, il aime machin parce que j'en ai marre. Et voilà, et ça c'est cool, quoi. Ouais. Je te parle d'interaction avec la fiction, je te parle pas d'interaction. Évidemment qu'il y a des interactions entre les personnes autour de la table, et ça aussi ça fait partie du gros kiff du jeu de rôle. C'est un jeu de société, c'est un jeu social dans lequel on échange, évidemment, c'est un des kiffs, et c'est aussi pour ça qu'on joue. Mais là, tu vois... On interagit avec l'œuvre, c'est énorme. On interagit avec l'œuvre. De toute façon, tu ne peux pas dissocier les joueurs et en fait, l'interaction au sens large. Je suis d'accord. En fait, quand tu interagis avec des joueurs, tu interagis aussi au sens fictionnel et l'inverse c'est les deux en même temps dans les deux sens. Le jeu de rôle, c'est aussi un jeu, d'un média qui est tellement entre guillemets petit qu'on peut même interagir avec les auteurs. Si je veux rencontrer l'auteur d'un jeu, c'est hyper facile en vrai. C'est pas une célébrité, une rockstar que je ne rencontrerai jamais. Donc on peut discuter du fond et ça c'est super. Ça veut dire que je peux rencontrer Romaric Briand ? Mais tout à fait, il n'est peut-être pas loin de toi. Alors, par contre, faut faire attention, il est encore dans sa cuve. Avec ses crocs et ses électrodes. Dorian. C'est intéressant que tu aies mis le doigt sur la dimension exploratoire du jeu de rôle. Parce que moi, c'est quelque chose que je pense du jeu en général. Parce que le jeu, malgré tout, c'est quelque chose qui est partagé par tous les mammifères. Et ce, dans un but pédagogique. Et du coup, je me suis demandé, tiens, c'est bizarre. À part les animaux domestiques et nous, la plupart des animaux arrêtent de jouer à l'âge adulte. C'est une des grosses différences entre les chats domestiques et les chats sauvages. C'est que le chat sauvage, au bout d'un moment, arrête de jouer, arrête d'enronner, alors que le chat domestique continue. Et je me suis demandé beaucoup, alors du coup, qu'est-ce qu'on apprend quand on joue ? Et en fait, pour moi, les jeux, quels qu'ils soient, que ce soit un jeu de rôle, un jeu vidéo, un jeu de plateau, c'est un espace abstrait qui nous permet d'explorer des prises de décision. Et du coup, tout ce qui est dit là, ça me semble être valable de tous les jeux. D'accord, ok. Ok, ouais, donc tu penses en fait ce que j'aime c'est le jeu dans le fond, quoi. Et voilà. Flavie puis Adrien ou Adrien puis Flavie, je ne sais plus. Flavie. Alors, je vais juste, avant de parler de mon point, répondre à un truc. L'une des raisons, je pense, c'est la pyramide des besoins pour laquelle, en fait, quand on est pas un animal domestique ou pas un humain, on arrête de jouer à l'âge adulte. Je pense que le chat domestique est un chat bourgeois qui a finalement le loisir de jouer. Oui. Le chat sauvage. Et en fait, les chats prient aussi. Oui, mais en même temps, le chat sauvage, il faut bien qu'il aille chercher à manger. Le chat domestique, il se fait chier. Il y en a même qui matent la télé. Donc, il paraît que les chats, plus ils sont en contact avec les êtres humains, plus ils régressent en fait. Le moment chat. Tu te rends compte que sur ce podcast, je vais pouvoir peut-être mettre une image de chat et qu'on va atteindre les 2000 ou 3000 vues. Tu veux que je t'envoie une photo de mon chat, tu vois. C'est plus prégnant pour les chiens pourtant, parce que le chat, même domestique, a la capacité de redevenir sauvage. Ce qui n'est pas le cas du chien, qui deviendra un chien errant et pas un chien sauvage. Mais bon, bref, c'était juste pour rebondir parce qu'à la base, je voulais pas parler de ça. Flavie, je t'en prie. Mais bon, voilà, nous avons fait le moment chat. Voilà, merci.
moi, en fait, ce que je remarque, c'est ceux qui nous suivent un petit peu savent que moi, j'aime bien la théorie des intelligences multiples, qui est pour moi un modèle qui a beaucoup de limites, mais qui a une bonne explication sur comment on peut réussir à comprendre certaines choses. D'ailleurs, nos intelligences multiples évoluent de jour en jour et d'heure en heure. Et par contre, ce que je trouve intéressant dans le jeu de rôle, c'est que j'ai l'impression que c'est un média qui utilise quasiment toutes les intelligences. Oh, la thèse est osée. Thèse est osée. Et je pose la question, puisque on est dans l'interpersonnel on est dans l'interpersonnel pour l'imaginaire, on est dans l'interpersonnel pour être en rapport avec les gens, l'intrapersonnel pour l'imaginaire, l'intelligence langagière, on va pouvoir gérer. Pour certains jeux, on est dans le logico-mathématique, on est dans le musical pour certains. Tu l'effleures à peine, parce que... ça dépend certains jeux. J'ai envie de te dire. Oui, certes, si tu crées un personnage fatal. Excusez-moi, mais il me semble que pour quand même, dans ce type de jeu qu'est le jeu de rôle, moi, c'est le seul moment où j'ai l'impression vraiment de pouvoir faire un peu de tout. On dit souvent du jeu de rôle qu'il est très exigeant, c'est peut-être lié à ça. Alors j'ai envie de te dire que le GN c'est plus complexe. Justement, le corps, je trouve, n'est pas présent dans le jeu de rôle. C'est ça. Alors que dans le GN, complètement. Et que quand tu as le corps, le fait de manipuler une énigme, parce que Dieu sait qu'il y en a. Les énigmes, il y a plein de façons de les résoudre. Tu peux juste défoncer les coffres cordialement. Donc le GN serait vraiment le complet. Hein. Parce qu'il y a une dimension spatiale et corporelle que le jeu de rôle pratique encore. D'accord. Okay. J'ai bien dit que oui. Pour moi, il y avait des trucs. On s'en rapproche, mais il y a quand même. Moi personnellement, j'ai pas envie de faire du GN beaucoup parce que moi, j'aime bien réfléchir à tout ça, à tout ce qu'on va me proposer autour d'une table en étant posé. Et aussi, comme je l'ai dit, il y a le lâcher prise. Il y a le lâcher prise qui va arriver où moi j'ai besoin en fait d'être sur une chaise et de pouvoir à un moment lâcher les bras quand je vais ressentir mon truc, ce que je peux pas faire quand je suis debout. Avant d'aller gentiment vers la conclusion de ce podcast, je voudrais évoquer une dernière possibilité puisque Antoine Morgenthaler est dans le public et qu'il a écrit un essai sur le jeu de rôle. D'abord te poser la question pourquoi toi tu joues au jeu de rôle et est-ce que c'est lié justement à une volonté politique ? Déjà, quand l'intervention de Dorian sur les points sur les mammifères, l'aspect apprentissage du jeu, etc., j'écoutais attentivement parce que c'est quelque chose qui est à fond dans ma vision et dans mon article, etc. Alors pourquoi je joue au jeu de rôle ? Une raison que je donnerais comme ça en étant arrivé au milieu de la conversation première, c'est avant tout pour en apprendre sur les gens avec qui je joue et en apprendre sur moi-même. Ça, effectivement, ça a été parce qu'en fait, moi, systématiquement, je m'intéresse à toutes les formes de jeu et j'adore le jeu vidéo, j'adore plein de formes d'activités ludiques, mais à chaque fois, je me pose la question, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre ? Parce que pour moi, on apprend tout le temps et même si on est en train d'apprendre, t'es en train de jouer forcément d'une façon ou d'une autre. Moi, je vais jusque-là. Mais du coup, dans le contexte, l'activité que je suis en train de faire, qu'est-ce qu'elle est en train de me demander de saisir, de manipuler, etc. Et dans le jeu de rôle, effectivement, on manie les rapports sociaux, on manie l'intelligence émotionnelle, on manie plein de choses. Et moi, j'adore le fait qu'en jouant au jeu de rôle avec mes amis, il y a plein d'aspects sur lesquels j'ai l'impression d'avoir mieux appris et mieux compris qui ils étaient que avec 5000 conversations autour d'une bière dans un bar ou autre. Il y a ça c'est pas le seul unique moyen de rencontrer les gens et de les connaître. Des mauvaises conversations avec des bières. Hein. C'est génial, non mais c'est un moyen d'atteindre et de comprendre les gens à des niveaux beaucoup plus dans leurs émotions, dans leur vision du monde, dans les fictions qu'ils veulent créer. Ça projette forcément leurs rêves, leurs fantasmes, ça projette plein de choses. Et c'est toujours assez fascinant. Pour moi, c'est aussi pour ça que c'est ça que j'aime beaucoup dans Sens et dans le côté très long terme de la campagne et des personnages. C'est un jeu qui se prête énormément au débriefing. Mais attends, ton personnage dans quelle mesure ça c'est pas toi aussi, etc. Et quand mes joueurs se foutent de ma gueule tout le temps en disant oui bon arrête de faire ton psychanalyste parce que toi qui es le MJ t'es le plus névrosé de nous tous, ils ont raison. Oui. Donc l'une des grandes raisons c'est le plaisir de se découvrir grâce aux autres et de découvrir les autres d'une façon parfois très intellectuelle, parfois très émotionnelle, voilà. Donc soyons clairs parce que ton article part sur l'idée que le jeu de rôle pourrait être un outil politique. Oui. Est-ce que certains d'entre vous font du jeu de rôle ici pour des raisons politiques ? Enfin, Morgane lève la main. Oui, non mais d'accord, mais Ah oui, si oui, lesquels et pourquoi? Ah oui, je fais du jeu de rôle pour des raisons politiques. La première raison, c'est que, à mes yeux, la réalité
mais on en a parlé, Rome. Tu es mon maître à penser sur la réalité est une fiction. Non mais c'est surcoté la réalité. C'est surcoté la réalité. Un trophée, la réalité est pour cotée cette à 443 au 440. Oui, c'est ça. Il paraît qu'ils ont perdu 300 points sur les 10 dernières années parce que la réalité est une fiction et parce que j'en ai marre de ces gens qui me disent le rêve ça s'achète et ça se vend. Tu vois, genre je te vends du rêve. Non, je m'en fous, en fait, donne-le-moi direct. Et j'en ai marre des gens qui disent oui, mais bon, sois réaliste. Je les emmerde, les gens qui me disent sois réaliste. Le monde est à moi. Le monde est à moi. Dorian puis Flavie, The world is mine. Vous étiez presque à égalité tous les deux là. Je suis désolé, Dorian. Ça m'a Moi, je veux répondre à la question du monde est une fiction, malgré tout. Parce que pour moi, ce qui se passe, c'est que à un niveau d'analyse logique, il n'y a aucune différence entre le monde réel et un monde possible. Oui. C'est-à-dire que la réalité n'est qu'un monde possible parmi d'autres. Mais moi, là où je refuserais de dire que le monde et la réalité est une fiction, c'est que on vit dans un seul monde possible et pas dans un autre. Je me suis laissé emballer vers le mur. La réalité est un discours. Voilà. D'accord, ça appellerait d'autres réponses, mais j'ai pas encore réfléchi. Flavie. Alors tout ça me fait penser à une idée de podcast que j'avais en tête, donc je vais la dire maintenant pour essayer de faire quand un jour on l'enregistre. Ah oui. Ma question était, tout est-il politique ? Oui. Ah ça. Oui. Mais de la même façon que dans Les Indestructibles, si tout est politique, est-ce que plus rien ne l'est ? Oui, bah ça. Mais voilà, moi c'était une idée que j'avais de podcast que j'avais envie de discuter un jour. Et moi je voudrais parler en fait de la façon dont Yann Sully joue au jeu de rôle. Yann Sully, pouf. Ce serait tellement bien qu'il apparaisse là pour nous dire il y en a marre de vos podcasts de merde. Il n'empêche, il me semble qu'il est un type de joueur très intéressant puisqu'il ne joue qu'avec des jeux qui brisent le 4e mur. Yann Sully ? Yann Sully, ouais. Si tu réfléchis à toutes les façons dont il joue, c'est à chaque fois, il y a un moment où pof, salut. Je dirais qu'il joue à des jeux qui parlent du réel, mais qui brisent le 4e mur. Enfin, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il joue pas au jeu de rôle pour s'évader. Il joue au jeu de rôle pour réenchanter le monde. Yann Sully, mais il a raison, ce garçon. Oui, non, mais bien sûr, non, mais on est d'accord, mais c'est encore une autre raison, tu vois, Parce que lui, clairement, quand on discute avec lui, c'est trop bien, un Néphilim, je vais vous faire connaître ça. Vous allez voir, ensuite, vous verrez plus jamais le monde quand vous verrez, quand il se déplace, quand il va dans un endroit, il fait oh regarde, j'ai repéré une maison alchimique. Pareil, quand il joue pas qu'à Néphilim, il a Adorescence. Quand il nous fait jouer à Agone, il y a toujours des moments où il brise le 4e mur. Et il a raison. Oui, mais si tu veux, je pense que c'est pas. Là, autour de cette table, ça semble être la norme. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup de gens qui jouent au jeu de rôle pour se divertir. C'est une soirée entre amis. Il n'y a pas l'idée qu'on va forcément... Oui, Dorian lève la main en mode... J'ai parlé des fous rires tout à l'heure. Pas pour réenchanter. Oui, c'est vrai, on l'a dit. On en a parlé. Ça, c'est ma vision politique du jeu de rôle. C'est-à-dire que si je joue au jeu de rôle sous le prisme politique, c'est pour cette raison-là. C'est pas pour que les gens s'évadent. C'est pour qu'ils rentrent à la maison. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de prendre des armes. Ouais, c'est ça le truc. Je comprends parfaitement, oui. Alors, moi, je le formulerais différemment. Antoine ? Je dirais que moi, je joue pour m'évader souvent. Pas tout le temps, mais beaucoup. Et ça fait partie du plaisir ou des choses qui m'ont amené au jeu de rôle en premier lieu et de beaucoup d'envie de jeu que j'ai. Mais la question, c'est quand on dit cette phrase, qu'est-ce que ça signifie exactement ? S'évader de quoi ? Parce que si jamais le monde réel est un discours... Le sous-entendu de cette phrase, c'est s'évader du monde réel, aller du discours dominant, aller s'enfermer ailleurs, être dans la vision péjorative de ça. Ouais. Mais quelque part, s'évader régulièrement en jeu de rôle, c'est apprendre comment s'évader, devenir un crack de l'évasion et savoir derrière s'évader de toutes les conneries qu'on nous raconte et mieux s'évader des choses qui sont fictionnelles et qu'on nous présente comme réelles. Et moi, je m'intéresse beaucoup à comment le jeu de rôle en permanence, c'est un apprentissage de la prise de recul. Potentiellement, c'est pas non plus garanti à 100%, mais c'est un apprentissage de la prise de recul sur les maelstroms du monde réel. C'est mon idée. Oui. Donc, s'évader, oui, mais c'est bien de savoir s'évader. Moi, j'ai plus 15 ans d'évasion. C'est l'idée de ton article. C'est pas mal. Très bien, merci à tous. Je pense que c'est une bonne conclusion pour ce podcast. Merci à tous d'y avoir participé. Merci Flavie, merci Mathieu, merci Antoine, merci Morgane, merci Dorian. Merci. Merci à vous. Portez-vous bien et surtout jouez bien. Miaou, miaou.